Le plus grand tournoi de football de la planète devait être le moment de gloire des États-Unis. Un mois entier de célébration du sport, du commerce et de la bonne volonté internationale, répartis entre 16 villes dans 3 pays. À Washington, les responsables politiques se bousculaient presque pour s'attribuer le mérite d'avoir obtenu la Coupe du monde de la FIFA 2026. Le président Donald Trump y voyait une victoire historique pour les États-Unis, une preuve de la grandeur américaine, une manne qui devait faire affluer des milliards de dollars étrangers dans le pays. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a comparé l'événement à l'organisation de 104 Super Bowls en un seul mois. Il disait que le monde entier s'arrêterait pour regarder. Et en effet, le monde a regardé, mais pas depuis l'intérieur des stades américains. Car en ce moment même, alors que le tournoi est techniquement lancé, quelque chose de profondément étrange et de profondément révélateur se produit à travers le pays. Les récoltes pourrissent dans les champs. Les chambres d'hôtel des villes hôtes de la Coupe du Monde restent à moitié vides. Des restaurants qui ont contracté d'énormes emprunts pour se rénover en prévision de la vague touristique contemplent des salles où personne ne s'assoit. Et les personnes qui ont construit à la base la chaîne d'approvisionnement alimentaire de ce pays, des millions de travailleurs venus du Mexique, sont partis discrètement mais résolument. Ce n'est pas une coïncidence et ce n'est pas un accident. C'est la conséquence d'une série de choix politiques qui se percutent les uns après les autres, de la pire manière possible au pire moment possible. Commençons dans les vergers de cerisiers de l'État de Washington, parce que c'est là que les dégâts se voient le plus clairement. En ce moment, la saison de récolte est à son pic. Les fenêtres de cueillette des fruits à noyaux sont brutalement courtes, entre 7 et 14 jours par culture. Si cette fenêtre est manquée, le fruit mûrit au-delà du point où il peut être vendu, tombe de la branche et pourrit dans le sol, attirant ravageurs et maladies qui affecteront le rendement de l'année suivante. Les agriculteurs de Washington font actuellement face à des pertes proches de 50 millions de dollars, rien que pour les cerises douces. Et la raison est douloureusement simple. Il n'y a pas assez de bras pour faire le travail. Les personnes qui ont historiquement occupé ces postes, des saisonniers mexicains, beaucoup sans papier, beaucoup titulaires de visas de travailleurs invités H, 2A, pour la plupart très expérimentés dans le travail agricole, ont cessé de venir, ou plus précisément, elles ont pris une décision. Le risque n'en vaut plus la peine. Voilà ce qui s'est passé. Depuis le début du second mandat de l'administration Trump, l'application des lois migratoires s'est intensifiée au-delà de tout ce que le secteur agricole avait anticipé. Le département de la sécurité intérieure a indiqué que près de 3 millions de personnes avaient été expulsées du pays au cours de la seule première année du retour au pouvoir. Les raids de l'ICE ont traversé les communautés agricoles sans grande considération pour le statut migratoire. Des travailleurs titulaires de visa H, 2A légaux, ont affirmé avoir été pris dans les opérations au même titre que leurs voisins sans papier. La peur s'est propagée rapidement. De mars à juillet de l'an dernier, la main-d'œuvre agricole a diminué de 7%. Et le propre département du travail de l'administration Trump l'a écrit noir sur blanc. Il existe une pénurie de main-d'œuvre actuelle et imminente dans les exploitations américaines, créant un risque suffisant de ce qu'il a qualifié de pénuries alimentaires induites par un choc d'approvisionnement. Puis, en mars de cette année, comme pour aggraver encore la blessure, l'administration a fait adopter une règle réduisant le salaire minimum des titulaires de visa H2A, des travailleurs agricoles immigrés en situation légale, de 1 à 7 $ de l'heure. Elle a aussi autorisé les employeurs à déduire directement les frais de logement de la paye des travailleurs. United Farm Workers a déposé une plainte pour bloquer ces changements. Les critiques ont souligné ce qui devrait relever de l'évidence. On ne peut pas expulser la main-d'œuvre, terroriser sa partie légale, réduire ses salaires, puis s'étonner que personne ne se présente au moment de la récolte. Mais l'État de Washington, à lui seul, ne suffit pas à saisir l'ampleur de ce qui se passe. La fenêtre de production estivale
de juin à septembre, est la période la plus critique de l'agriculture américaine. Fraises, tomates, pastèques, pêches, myrtilles. Ce ne sont pas des cultures que l'on peut stocker et reprendre la semaine suivante. Elles ont des calendriers de récolte serrés et exigent d'immenses volumes de travail manuel qualifié et expérimenté. Dans la Central Valley californienne, dès le début du mois de juin, les chiffres étaient déjà catastrophiques. 45% de la récolte de baies perdue, 30% des tomates destinées à la transformation menacées d'être déclarées perte totale, des exploitations signalant un déficit de 40% de main-d'œuvre disponible, des agriculteurs qui ont porté les salaires à plus de 25 $ de l'heure ont constaté qu'il n'y avait toujours personne à embaucher. Les champs qui, il y a un an, vibraient d'activité s'étirent désormais en longues rangées silencieuses de plants abandonnés. La Floride affronte le même règlement de compte. Plus de 150 tonnes d'agrumes et de pastèques devraient rester dans le sol si le manque de main-d'œuvre n'est pas résolu dans les prochaines semaines, et cela se traduit déjà directement dans les prix des supermarchés. À Los Angeles, New York et Chicago, le coût des produits frais de base a bondi jusqu'à 40%. Le département américain de l'agriculture a publié des projections qui devraient choquer tout le monde. Si l'effondrement actuel de la main-d'œuvre n'est pas inversé, le pays pourrait se retrouver à importer jusqu'à 80% de ses fruits frais et 60% de ses légumes depuis le Mexique et l'Amérique latine, les mêmes pays que l'administration traite depuis un an et demi comme des adversaires. L'ironie de fond est dévastatrice. Le Center for Migration Studies a constaté que 86% des travailleurs agricoles américains sont nés à l'étranger. 45% n'ont pas de papier en règle. Ce sont ces mains qui nourrissent la nation la plus puissante de la planète, et elles partent dans ce qui a été décrit comme la caravane de l'été 2026. Un exode massif comme l'industrie n'en a jamais vu de mémoire récente. Les travailleurs rentrent au Michoacán, au Jalisco, à Oaxaca, des États mexicains où les familles les attendent et où le gouvernement a lancé de nouveaux programmes d'incitation pour absorber et retenir sur le territoire cette main-d'œuvre agricole expérimentée. Le Mexique, de manière très calculée, reprend ses travailleurs les plus qualifiés et les remet au travail pour renforcer sa propre capacité de production alimentaire. Ce qui ressemblait à une tragédie pour ces travailleurs commence à prendre l'allure d'un réalignement stratégique. Même certaines des voix les plus solidement conservatrices de la politique américaine rompent les rangs. Dans l'Idaho, État profondément républicain, de récents sondages ont montré des communautés agricoles républicaines en désaccord avec la campagne de déportation de l'administration Trump. Une enquête du Pew Research Center a révélé que plus de la moitié des Américains estiment que Trump en fait trop sur les expulsions, dont 20% de républicains. Le lobbying à Washington est devenu frénétique. Les groupes industriels poussent pour des dispositions d'urgence en faveur des travailleurs invités. Des propositions désespérées de matériel de récolte robotisé circulent dans les réunions d'information du Congrès. Mais tout le monde dans la pièce connaît la vérité. Aucune machine construite aujourd'hui ne peut reproduire la vitesse et la précision d'un ouvrier agricole expérimenté pendant une fenêtre de récolte de 14 jours. Les dégâts causés en ce moment aux racines des arbres, aux infrastructures d'irrigation et à la santé des sols mettront des années à être réparés. Pas plus tard que le 27 juin, le Washington Post a rapporté que l'administration Trump avait discrètement ouvert une nouvelle voie légale pour les travailleurs migrants des fermes laitières. Une concession directe arrachée à la Maison-Blanche par le lobbying agressif de l'industrie laitière. Et le 29 juin, une décision de la Cour suprême autorisant l'administration à mettre fin au statut de protection temporaire pour plus d'1 million d'immigrés a déclenché une nouvelle alarme dans toute la filière de la viande et de l'approvisionnement alimentaire. Les employeurs avertissent désormais que cette décision pourrait remodeler le marché du travail agricole d'une manière qui aggraverait une crise déjà sévère.
Le calcul politique qui a guidé toutes ces décisions, l'idée que limiter l'immigration redirigerait les emplois vers les travailleurs américains, s'est heurté de plein fouet à la réalité agricole. Le propre département du travail de Trump l'a dit clairement. Les travailleurs américains ne se rendront pas facilement disponibles en nombre suffisant pour remplacer la main-d'œuvre étrangère qui disparaît. Et c'est ici que la Coupe du Monde entre dans cette histoire et aggrave tout. Le tournoi devait être le salut économique des commerces des villes hautes. Restaurants, hôtels, bars, vendeurs de nourriture, tous ont contracté des dettes importantes, rénové leurs espaces, embauché du personnel supplémentaire et préparé l'arrivée d'un tsunami de dépenses internationales. La FIFA prévoyait plus de 6 millions de supporters présents pendant le tournoi. Infantino promettait un impact économique mondial de 80 milliards de dollars. Les responsables locaux de chaque ville hôte ont dépensé des centaines de millions dans les améliorations de sécurité, les infrastructures de fan zones et les rénovations de stades. Ils ont dit à leurs électeurs que tout serait rentabilisé. Cela n'a pas été rentabilisé. L'American Hotel and Lodging Association a interrogé des hôtels dans les villes hautes de la Coupe du Monde et a constaté que près de 80% signalaient des taux d'occupation inférieurs aux attentes au début du tournoi. À Seattle, qui accueille 6 matchs, un hôtel proche du stade affichait des chambres à plus de 1200 $ la nuit autour des matchs d'ouverture. Ces mêmes chambres sont depuis descendues jusqu'à 309 $ et l'hôtel n'a toujours pas affiché complet pour un seul match. À Kansas City, autre ville haute, la FIFA aurait annulé environ 75% des chambres qu'elle avait réservées pour les officiels et les partenaires du tournoi après une demande plus faible que prévue. À New York, Toronto et Miami, les réservations d'hôtels les jours de match sont inférieures à celles des mêmes jours un an plus tôt, avant même que la Coupe du Monde n'arrive en ville. Le New York Times a confirmé cette tendance dans un rapport du 19 juin. Le pic touristique attendu s'est transformé en résultat beaucoup plus décevant dans plusieurs villes hautes. Oxford Economics a décrit l'impact économique global comme marginal et de courte durée. L'analyse de Natixis CIB évalue l'effet total du tournoi sur le PIB américain à environ 0,05%, soit pratiquement une erreur d'arrondi. Le Council on Foreign Relations a été encore plus direct. Les interdictions de voyager, les refus de visa, les craintes liées à la sécurité et les prix records des billets freinent la fréquentation de la Coupe du Monde et menacent à la fois la manne de 40 milliards de dollars promise par la FIFA et une industrie touristique américaine déjà en difficulté avant le coup d'envoi. Et voilà ce qui pousse les supporters internationaux à éviter les villes hautes américaines pour se tourner vers le Mexique. En vertu de la proclamation présidentielle 1998, l'administration Trump a interdit aux ressortissants de 39 pays d'entrer aux États-Unis. 22 pays ont été placés au plus haut niveau d'alerte du département d'État, ne pas voyager. Les supporters de 3 nations qualifiées se sont vus interdire purement et simplement l'entrée dans le pays. D'autres visiteurs internationaux devaient verser une caution de visa pouvant atteindre 15 000 $ avant même de pouvoir demander l'autorisation d'assister à un match de football. Le système FIFA Pass, un mécanisme spécial d'entrée créé pour aider les détenteurs de billets à naviguer dans ces restrictions, a aidé certains supporters, mais il est loin d'avoir levé l'effet dissuasif fondamental des politiques d'entrée de l'ère Trump. Le résultat est une redirection spectaculaire du tourisme de la Coupe du Monde. Les supporters qui veulent vivre le tournoi choisissent de s'installer au Mexique, à Cancún, Guadalajara et Mexico, et de faire des allers-retours à la frontière uniquement pour les matchs. L'aéroport de Cancún fonctionne à 120% de sa capacité, avec des liaisons directes vers 134 villes dans le monde et des correspondances aériennes vers les 16 sites de la compétition. Les chiffres du World Travel and Tourism Council sont révélateurs. Les dépenses des visiteurs internationaux au Mexique ont augmenté de 3,5% l'an dernier, tandis que les États-Unis
ont enregistré une baisse de 4,6%. Les arrivées internationales au Mexique ont progressé de 6,1%, alors que les deux pays voisins connaissèrent des reculs. Le Mexique dominait déjà l'Amérique du Nord en matière de croissance du PIB touristique en 2025. La Coupe du Monde accélère cette tendance de façon spectaculaire. Les entreprises de Guadalajara, Monterrey et Mexico font état de hausses de revenus pouvant atteindre 300%. Vendeurs de rue, petits hôtels, stands de tacos et étals de marché connaissent des flux de trésorerie qu'ils décrivent comme capables de changer leur vie. Des supporters européens, asiatiques, africains, des personnes qui ont traversé un océan pour voir ce tournoi, tombent amoureux de l'hospitalité mexicaine, de sa cuisine, de sa culture et de l'écart saisissant entre ce que leur argent permet d'acheter là-bas et ce qu'il permet d'obtenir dans un hôtel à moitié vide du centre de New York. Certains disent publiquement que les 108 matchs auraient dû être joués entièrement au Mexique, non pas comme une déclaration politique, mais simplement parce que l'ambiance, la passion et le rapport qualité-prix y sont incomparablement meilleurs. Pendant ce temps, les commerces des villes hautes américaines vivent une urgence financière au ralenti. Des restaurants du Texas, de Kansas City, de Seattle et d'Atlanta indiquent que leurs revenus quotidiens atteignent à peine 60% des projections minimales sur lesquelles ils s'étaient appuyés pour justifier leurs investissements d'avant-tournoi. Ils ont emprunté sur la base de ces projections, ils ont prolongé des baux, embauché du personnel supplémentaire, commandé des stocks. Désormais, ils font tourner des cuisines à plein coût opérationnel pour des clients qui ne viennent pas. On estime que 2800 petites entreprises situées autour des stades de la Coupe du Monde luttent pour rester ouvertes et qu'une sur trois court un risque réel de fermer avant la fin de l'année. La crise du personnel est directement liée à l'histoire migratoire. Le secteur du tourisme et de l'hôtellerie-restauration compte plus d'1 200 000 postes non pourvus à l'échelle nationale. Les restrictions sur les visas H-2B qui concernent les travailleurs saisonniers non agricoles dans les hôtels, les restaurants et les services événementiels ont laissé les entreprises d'accueil des villes hautes fonctionner avec jusqu'à 45% de leur personnel requis manquant. Pour attirer les travailleurs qu'elles pouvaient encore trouver, les entreprises ont dû augmenter les salaires d'environ 25%. Mais quand il n'y a pas de clients pour dépenser l'argent qui justifie ces salaires, l'équation s'effondre. Maintenir un restaurant ouvert avec la climatisation en marche et les commis en cuisine, pendant que la salle reste silencieuse, n'est pas une stratégie commerciale. C'est un compte à rebours vers la faillite. La fracture politique que cela produit au sein du Parti républicain est considérable. Le secteur agricole, historiquement l'un des piliers les plus fiables du soutien conservateur, profondément attaché à des politiques frontalières JACA strictes pour des raisons sociales et culturelles, est désormais en révolte ouverte sur la question économique. Des agriculteurs conservateurs de l'Idaho, du Kansas, de Floride et de Californie font pression sur les mêmes élus de Washington qu'ils ont envoyés au pouvoir pour qu'ils défassent, au moins en partie, ce que ces responsables ont promis de faire pendant des années. La contradiction est brute et devient de plus en plus difficile à ignorer. Pas plus tard que fin juin, des rumeurs à Washington évoquaient des négociations à huis clos visant à créer des canaux de travail humanitaire d'urgence, reconnaissance discrète du fait que l'approche de l'administration a mis la production alimentaire américaine en véritable danger. La décision de la Cour suprême du 29 juin sur le TPS ajoute une pression supplémentaire, en autorisant l'administration à retirer le statut de protection temporaire à plus d'1 million d'immigrés, dont beaucoup vivent et travaillent légalement aux États-Unis depuis des années, et dont beaucoup sont employés dans la transformation et la distribution alimentaire. Cette décision menace d'élargir encore le déficit de main-d'œuvre. L'industrie de la viande a immédiatement averti que cela pourrait remodeler son vivier de recrutement d'une manière qui aggraverait les perturbations de chaînes d'approvisionnement déjà en cours. Ce que la Coupe du Monde 2026 a fait, involontairement, brutalement, c'est condenser toutes ces contradictions dans un seul été.
Les mêmes politiques qui ont chassé les travailleurs agricoles des champs américains ont aussi éloigné les supporters internationaux des stades américains. Les mêmes restrictions de visa qui ont exclu la main-d'œuvre agricole ont aussi bloqué les supporters dont les entreprises avaient besoin pour survivre. La même culture d'application de la loi qui a fait sentir aux travailleurs mexicains qu'ils n'étaient pas les bienvenus a aussi conduit des supporters brésiliens, marocains, iraniens et sénégalais à décider que Mexico était un endroit bien plus agréable que New York pour regarder un match de football. Les analystes économiques d'Allianz Trade estiment que la Coupe du Monde ajoutera environ 6,1 milliards de dollars au PIB américain en juin et juillet, un chiffre qui paraît important jusqu'à ce qu'on le répartisse entre 11 villes hôtes, des centaines de milliers d'entreprises et des centaines de millions de dollars de coûts irrécupérables. C'est, selon plusieurs rapports économiques, marginal. Oxford Economics a qualifié ces gains de temporaires. Natixis CIB a noté qu'une grande partie des dépenses ne faisait que déplacer le tourisme existant au lieu de créer une nouvelle demande. Le CFR a averti que les interdictions de voyager et les coûts de visa réduisent la fréquentation de manière à affaiblir même ses projections modestes. Le Mexique, à l'inverse, est en position de connaître le plus fort gain relatif de PIB parmi les 3 pays hôtes grâce à ce tournoi, quelque part entre 0,1 et 0,2%, selon Natixis, tout en absorbant une main-d'œuvre agricole expérimentée de retour au pays, en développant sa production alimentaire intérieure, en enregistrant des records touristiques et en construisant une affinité internationale de marque qui survivra au tournoi pendant des années. Il existe un terme souvent utilisé en sciences politiques lorsqu'une politique conçue pour renforcer un pays finit par l'affaiblir systématiquement, le but contre son camp. Il vient du football, ce qui tombe plutôt bien. Cela signifie que vous avez envoyé le ballon dans votre propre filet. Ce que vivent les États-Unis cet été, des stades vides dans des villes qui ont dépensé des milliards pour se préparer à une foule, des denrées qui pourrissent dans des champs ayant autrefois employé la main-d'œuvre agricole la plus productive de l'hémisphère, des petites entreprises qui s'effondrent sous le poids des dettes contractées pour un boom touristique qui a finalement atterri au Mexique. C'est un but contre son camp d'une ampleur qui sera étudiée dans les cours d'économie pendant toute une génération. La décision de la Cour suprême sur le TPS tombe au pire moment possible pour une chaîne d'approvisionnement déjà fragile. Les analystes qui suivent là la sécurité alimentaire soulignent que les États-Unis n'ont pas de substitut national à court terme à la main-d'œuvre immigrée expérimentée qu'ils perdent désormais méthodiquement. Le Bureau of Labor Statistics a enregistré une baisse de 80 000 personnes dans la main-d'œuvre agricole entre janvier et août de l'an dernier. Ce chiffre ne prend pas en compte le segment informel et sans-papier du marché du travail, qui a historiquement été encore plus important. La secrétaire à l'agriculture, Brooke Rollins, a suggéré d'encourager les adultes aptes au travail bénéficiant de Medicaid à occuper les postes agricoles vacants. Cette suggestion a été accueillie avec scepticisme par tous ceux qui ont déjà passé un matin de juillet à cueillir des fraises sous une chaleur de 35 degrés en Floride. La transition ne se matérialise pas. Les champs ne se remplissent pas. Et même dans les campagnes agricoles républicaines les plus profondément conservatrices, le message qui revient à Washington est de plus en plus simple. Faites revenir les travailleurs ou regardez la récolte échouer. Ce que la Coupe du Monde 2026 a mis en lumière, mieux que n'importe quel rapport politique, c'est que l'économie américaine n'est pas la forteresse autosuffisante que la rhétorique politique décrit depuis si longtemps. Elle repose sur l'interdépendance. Elle repose sur le travail de personnes qui traversent les frontières, sur les dépenses de touristes qui arrivent de 60 pays, sur la bonne volonté de voisins qui, depuis des générations, envoient au nord leurs travailleurs les plus compétents pour accomplir les tâches qui nourrissent les familles américaines. Retirez tout cela par les expulsions, les interdictions de visa, les baisses de salaire, la peur et l'hostilité, et vous obtenez cet été
Des cerises qui pourrissent à Washington, des halls d'hôtels vides à Kansas City et une finale de Coupe du Monde regardée depuis le rooftop d'un bar à Cancun par des supporters qui ont essayé d'obtenir un visa pour New York et à qui l'on a répondu non. Les cultures n'attendront pas. Les fenêtres de récolte se referment. Les travailleurs ne reviendront pas à temps pour sauver cette saison. Et les supporters, ceux qui ont pris l'avion depuis l'Europe, l'Afrique et l'Asie pour voir le plus grand tournoi de football de la planète, boivent un café à Guadalajara, consultent les horaires de bus vers le stade et prévoient de dépenser le reste de leurs dollars dans un endroit qui les voulait vraiment. La question qui plane désormais au-dessus de chaque conversation politique à Washington n'est pas de savoir si les dégâts ont eu lieu. Ils ont eu lieu. La question est de savoir si ce pays regardera honnêtement comment ils se sont produits et s'il décidera que les personnes qu'il a passé des années à repousser étaient, dans tous les sens économiques qui comptent, celles qui maintenaient tout debout.